On dit que les meilleures surprises arrivent quand on s'y attend le moins. Cela faisait des mois que je préparais la surprise parfaite. Quelque chose qui changerait tout entre ma femme et moi, qui prouverait que j'avais écouté chacune de ses plaintes, chaque allusion à la vie qu'elle désirait. J'avais l'email de confirmation dans ma poche, des fleurs dans mon camion, et 8 ans de mariage qui, je pensais, valaient la peine d'être sauvés. Mais quand je me suis garé dans mon allée ce vendredi après-midi, prêt à faire à Emma la surprise de ses rêves, j'ai trouvé une Mercedes grise que je n'avais jamais vue auparavant, stationnée là où elle n'avait rien à faire. Certaines surprises, je l'ai appris, sont à double tranchant, et certaines découvertes changent un homme pour toujours. Ce que j'ai trouvé dans ma propre chambre ce jour-là n'a pas seulement mis fin à mon mariage. Cela m'a appris que parfois, la seule façon de reconstruire sa vie est de détruire complètement celle de quelqu'un d'autre en premier. Je m'appelle Ryan Carter et j'ai 35 ans. Je construis des choses, des maisons, des communautés, des rêves. En tant que superviseur de chantier, je gère de grands projets de développement immobilier à travers le comté. Quand les entrepreneurs ont besoin de quelqu'un de fiable pour diriger leur chantier, ils m'appellent. Je suis le gars qui arrive à l'aube, qui reste jusqu'à ce que le travail soit terminé, et qui s'assure que chaque clou est enfoncé droit. Je suis marié à Emma depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés au barbecue de mon pote Jake quand j'avais 27 ans et qu'elle en avait 24, travaillant dans la vente au détail dans un grand magasin du centre-ville. Elle avait ce rire. Mon Dieu, ce rire qui me donnait l'impression d'être l'homme le plus drôle qui ait jamais existé. Quand elle penchait la tête en arrière et éclatait sincèrement de rire à mes blagues stupides sur les accidents de chantier, j'ai su que j'étais foutu. Nous nous sommes mariés vite. Peut-être trop vite, mais ça semblait juste à ce moment-là. Nous avons emménagé dans une modeste maison de plein pied de 3 chambres en banlieue. Rien d'extravagant, mais c'était la nôtre. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, comme le font les couples mariés, mais pour une raison ou une autre, nous ne sommes jamais passés à l'acte. Il y avait toujours quelque chose. Des finances plus stables, une maison plus grande, le bon moment qui ne semblait jamais arriver. Il y a 3 ans, Emma a quitté son emploi dans la vente. Elle disait vouloir se concentrer sur notre mariage, faire de notre maison un vrai foyer. J'ai soutenu cette décision sans hésitation. Mon revenu en tant que superviseur était suffisant pour nous faire vivre, et j'aimais l'idée qu'elle soit heureuse au lieu d'être stressée par un cadre intermédiaire qui n'appréciait pas ce qu'elle apportait à l'entreprise. Mais dernièrement, heureuse semble être un mot issu d'une langue étrangère. Ces 2 derniers mois, Emma n'a cessé de réclamer des vacances. Nous ne faisons jamais rien d'excitant, Ryan, disait-elle en faisant défiler sans fin des photos Instagram d'amis sur des plages tropicales dans des complexes hôteliers tout compris, vivant des vies qui ne ressemblaient en rien à notre existence tranquille en banlieue. Ma réponse était toujours la même. L'argent est juste, bébé. Les heures supplémentaires sont obligatoires tout au long de l'été. Bientôt, cependant, elle levait les yeux au ciel et marmonnait quelque chose sur le fait que j'aimais le béton plus qu'elle, puis retournait sur son téléphone. Toujours ce maudit téléphone. Ce qu'Emma ne savait pas, ce que j'avais pris grand soin de cacher, c'est que je mettais de l'argent de côté depuis des mois. Chaque chèque d'heures supplémentaires, chaque prime trimestrielle, chaque dollar supplémentaire que je pouvais rassembler allait sur un compte épargne séparé dont elle ignorait l'existence. Je préparais quelque chose de grand, une croisière de 10 jours dans les Caraïbes. Un de ces forfaits de luxe qu'elle m'avait montré une douzaine de fois avec ce regard plein de désir dans ses yeux verts. J'avais fait des recherches sur les compagnies de croisière, vérifié les prix de manière obsessionnelle, guetté les bonnes affaires, attendant le moment parfait pour me lancer. Notre 8e anniversaire approchait ce vendredi. J'avais déjà décidé que c'était à ce moment-là que je la surprendrais avec les billets. Je pouvais imaginer son visage quand je lui tendrais cette enveloppe, le choc se transformant en joie pure, peut-être quelques larmes de bonheur. Cela réparerait tout ce qui n'allait pas entre nous. Cela prouverait que je n'étais pas le bourreau de travail dont elle m'accusait d'être, cela lui montrerait que j'écoutais, que je tenais à réaliser ses rêves. Mais les plaintes d'Emma devenaient de plus en plus acerbes, plus tranchantes. Elle avait commencé à comparer notre vie à celle des autres. Sarah et Jake viennent d'aller aux Bahamas pour leur anniversaire. Pourquoi ne pouvons-nous jamais aller nulle part? Elle m'accusait d'être radin, de privilégier le travail par rapport à elle, de ne pas comprendre ce qu'elle attendait de notre mariage. Je ne me disputais pas. Je continuais juste à alimenter ce compte secret, me disant que tout cela en vaudrait la peine quand je verrais son visage s'illuminer. L'ironie me tuait. Chaque fois qu'elle se plaignait de l'argent, chaque fois qu'elle m'accusait de ne pas me soucier de son bonheur,
je construisais littéralement ces vacances de rêve, 1 heure supplémentaire à la fois. Bientôt, pensais-je sans cesse, bientôt elle comprendra tout. Mais jeudi soir, il y avait quelque chose de différent. Emma a à peine parlé pendant le dîner. Elle a juste picoré le poulet que j'avais grillé, vérifiant constamment son téléphone. Quand il vibrait pour un message, elle souriait à l'écran. Pas un sourire poli, mais quelque chose de sincère et chaleureux que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. « Qu'est-ce qui est drôle ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. Elle a levé les yeux comme si elle avait oublié que j'étais là. « Rien que tu ne puisses comprendre », a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux. Ces mots ont frappé plus fort qu'elle ne l'avait probablement prévu, ou peut-être exactement aussi fort qu'elle le voulait. Je me suis couché ce soir-là avec de l'excitation et de l'appréhension se battant dans ma poitrine. Demain, tout allait changer. Je n'avais simplement aucune idée à quel point j'avais totalement raison. Le vendredi matin est arrivé avec ce genre d'air frais d'automne qui rendait le travail de construction presque agréable. J'étais sur le chantier dès 6 heures du matin, supervisant les travaux de fondation d'un nouveau lotissement qui abriterait à terme 40 familles. Les camions à béton étaient déjà alignés, les chauffeurs buvaient du café et attendaient mon signal pour commencer à couler. Mon téléphone a vibré vers 9h30. L'email que j'attendais. Réservation confirmée. Croisière de 10 jours dans les Caraïbes pour 2 personnes. Départ de Miami dans 4 semaines. Je l'ai lu 3 fois, souriant comme un parfait idiot alors que j'étais debout avec de la boue jusqu'aux chevilles. Jordan, mon contremaître, a remarqué mon expression et s'est approché. « Qu'est-ce qui te donne l'air d'avoir gagné au loto, chef ?» a-t-il demandé avec un sourire curieux. « Une surprise d'anniversaire pour ma femme », ai-je répondu, incapable de cacher la fierté dans ma voix. Jordan a ri et m'a tapé sur l'épaule. « Tu es un homme bien, Carter. Elle a de la chance de t'avoir. » Je n'arrivais plus à me concentrer après l'arrivée de cet email. Mon esprit n'arrêtait pas de dériver vers la façon dont j'allais lui présenter. Devrais-je le faire pendant le dîner chez Catalina, ce restaurant italien qu'elle adorait mais où nous faisions rarement des folies? Ou peut-être rester décontracté, simplement sortir les billets d'une enveloppe à la maison comme si de rien n'était. L'approche décontractée serait peut-être meilleure. Emma détestait quand les choses semblaient trop orchestrées. Au déjeuner, j'ai conduit jusqu'au bureau du chantier et j'ai imprimé la confirmation. Le papier semblait important entre mes mains, la preuve de mois de sacrifice, d'heures supplémentaires faites alors que j'étais déjà épuisé, de déjeuner sauté et de dîner sur le pouce. D'avoir mis chaque dollar supplémentaire pour la rendre heureuse au lieu de m'acheter le nouveau camion dont j'avais réellement besoin. Je l'ai soigneusement plié dans une enveloppe blanche et l'ai glissé dans la poche de ma veste, juste sur mon cœur. Mais il y avait quelque chose qui me tracassait, une pensée dont je n'arrivais pas vraiment à me défaire. Emma était différente ces derniers temps. Elle ne faisait pas que se plaindre des vacances, elle était véritablement distante. Elle ne me posait plus de questions sur ma journée. Quand j'essayais de l'embrasser pour lui dire au revoir le matin, elle tournait la tête pour que ça atterrisse sur sa joue au lieu de ses lèvres. Elle était tout le temps sur ce téléphone maintenant, souriant toujours à des messages qu'elle ne partageait jamais. La semaine dernière, j'avais remarqué qu'elle recommençait à mettre du parfum à la maison. Pas pour moi, car elle en portait déjà quand je rentrais du travail. À quand remonte la dernière fois qu'elle s'était faite belle pour moi? Je ne m'en souvenais pas. J'ai repoussé ces pensées. J'étais paranoïaque, j'interprétais trop un comportement normal. Elle s'ennuyait juste, frustrée par notre routine. La croisière allait arranger ça. C'était obligé. J'ai quitté le chantier à 14 heures en disant à Jordan que j'avais des préparatifs d'anniversaire à régler. Premier arrêt, le fleuriste pour un bouquet de roses rouges vifs, ses préférés. Bien que nous n'ayons probablement pas acheté de fleurs depuis 2 ans. Puis le magasin d'alcool pour une bouteille de Pinot Grigio, le genre cher qu'elle aimait mais qu'elle ne réclamait jamais. L'employé du magasin m'a demandé si c'était pour une occasion spéciale. Un anniversaire de mariage, ai-je répondu, et le mot faisait du bien dans ma bouche. 8 ans. Pas parfait, peut-être, mais nous avions réussi à faire en sorte que ça marche. Nous avions construit quelque chose ensemble. En conduisant à travers notre quartier, je me suis permis de me sentir sincèrement optimiste pour la première fois depuis des mois. Ce soir, je rappellerai à Emma pourquoi nous étions tombés amoureux. Je lui montrerai que j'avais écouté chaque plainte, chaque allusion, chaque publication Instagram devant laquelle elle avait soupiré. La croisière n'était pas seulement des vacances.
C'était un bouton de réinitialisation pour toute notre relation. J'ai tourné dans notre rue, imaginant déjà son visage quand elle ouvrirait cette enveloppe. Et là, mon estomac est tombé dans les talons. Il y avait une voiture dans mon allée, une Mercedes classe C grise, le moteur encore chaud de son arrivée récente, que je n'avais jamais vu de ma vie. Je me suis garé 2 maisons plus loin, moteur coupé, fixant cette Mercedes comme si elle pouvait disparaître si je me concentrais assez fort. La maison semblait normale. Les stores à moitié fermés comme toujours. La lumière du salon allumée. La voiture d'Emma à sa place habituelle. Mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir dans ma poitrine. Un serment qui n'avait plus rien à voir avec l'anticipation de notre anniversaire. Les fleurs étaient en train de faner sur mon siège passager. La confirmation de la croisière ressemblait à une blague dans ma poche. Et cette Mercedes trônait dans mon allée comme une accusation que je n'étais pas prêt à comprendre. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute entière à fixer cette Mercedes et à essayer de construire des explications innocentes. Peut-être que c'était la voiture d'un ami. Emma avait mentionné que quelqu'un de son cours de yoga avait acheté un nouveau véhicule. Peut-être qu'il y avait une sorte d'urgence et qu'elle avait appelé quelqu'un à l'aide. Peut-être que l'enfant des voisins était en visite et s'était garé dans la mauvaise allée, mais le moteur était chaud. Je pouvais voir des vagues de chaleur s'élever du capot. Le propriétaire de cette voiture était arrivé récemment, peut-être dans la dernière heure, et Emma n'avait mentionné la venue de personne. Elle ne mentionnait d'ailleurs plus jamais la venue de personne. J'ai attrapé les fleurs et le vin, je suis sorti silencieusement, et j'ai marché vers ma porte d'entrée. Mes bottes de chantier me semblaient trop bruyantes sur l'allée en béton. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. C'était toujours le cas en journée dans notre quartier. Je suis entré et j'ai tout de suite su que quelque chose allait de façon catastrophique de travers. La maison était silencieuse, mais anormale. La robe d'été d'Emma, la jaune avec des petites fleurs que j'avais complimentée ce matin même, était drapée sur la coudoir du canapé. Ni pliée, ni accrochée correctement, juste jetée là comme une réflexion après coup. Près des escaliers, une chemise d'homme gisait froissée sur le parquet. D'apparence chère. Pas la mienne. Des chaussures jetées de côté avec négligence. Un mocassin d'homme près de la table basse, un autre près de l'entrée. Une sandale de femme sous le bout de canapé. Le bouquet me semblait ridicule dans ma main maintenant, la bouteille de vin lourde et inutile. Je les ai posés tous les deux sur le comptoir de la cuisine avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Bougeant en pilote automatique pendant que mon cerveau essayait de traiter ce que je voyais. J'ai marché jusqu'au bas de l'escalier et j'ai écouté. Au début, rien. Puis des sons, faibles d'abord, puis des gémissements sans équivoque. Des mouvements rythmiques. Le grincement de notre lit, mon lit, celui que j'avais payé à crédit pendant 4 ans, le matelas que nous avions choisi ensemble dans ce magasin de meubles après en avoir testé une 12aine de modèles. Quelque chose de froid et de tranchant s'est installé dans ma poitrine, repoussant la panique et la confusion, les remplaçant par une lucidité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le genre de lucidité qui survient quand tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie explose en un seul instant. Je suis retourné au placard de l'entrée et j'ai sorti ma vieille batte de baseball en aluminium de l'université. La Louisville Slugger à laquelle je n'avais pas touché depuis des années. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application appareil photo, appuyé sur enregistrer et je l'ai posé sur la table de l'entrée, face aux escaliers. Si c'était bien ce que je pensais, je voulais des preuves. J'ai gravi les marches lentement, délibérément. Chaque pas était silencieux malgré ma taille. 15 ans de travail dans la construction m'avaient appris à me déplacer sans faire de bruit quand c'était nécessaire. Les bruits provenant de la chambre devenaient plus forts à mesure que je montais. La voix d'Emma, haletante et pressante, disant des choses que je ne l'avais pas entendu dire depuis des mois. Une autre voix, masculine, grave et encourageante. J'ai atteint la porte de notre chambre. Elle n'était pas complètement fermée, juste assez entr'ouverte pour que je puisse voir à travers l'interstice. Ce que j'ai vu a détruit 8 ans de ma vie en un seul regard. Emma était sur notre lit, complètement nue, au-dessus de quelqu'un, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. La trentaine passée, cheveux bruns, une montre chère encore attachée à son poignet. Ils étaient trop perdus l'un dans l'autre pour remarquer que je me tenais là, trop absorbé dans leur trahison pour sentir la fin du monde se produire à 3 mètres de là. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied avec assez de force pour qu'elle claque contre le mur. La pièce s'est figée comme une photographie.
Emma a hurlé et s'est précipitée pour se couvrir avec notre drap. Le drap que j'avais lavé le week-end dernier. L'homme a essayé d'attraper quelque chose, n'importe quoi, son visage devenant blanc de terreur. Pendant un instant, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Puis j'ai parlé, ma voix plate et froide comme du béton en hiver. Félicitations. Tu as enfin eu tes vacances. L'homme s'est mis à bégayer. Écoute, mec. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je te jure devant Dieu, Je l'ai coupé en abattant la batte dans ses côtes. Le craquement a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Une fois, deux fois, l'homme s'est effondré sur le sol, haletant et suffocant, essayant de ramper loin de moi. Ryan, arrête. Emma a crié mon nom, suppliant. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Mais je ne pouvais plus l'entendre. Tout était devenu silencieux, à l'exception du son de la batte et de la respiration laborieuse de l'homme. Je les ai attrapés tous les deux par les bras, Emma se débattant et me griffant, l'homme trop blessé pour résister, et je les ai traînés vers l'escalier. Ryan, je t'en prie, a-t-elle imploré, pleurant maintenant. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais au-delà des mots. Je les ai tirés en bas de l'escalier, leur corps nu glissant et heurtant la moquette, et j'ai ouvert la porte d'entrée à la volée. La lumière du jour a envahi la pièce. Il était 15 heures. Des voisins étaient peut-être rentrés du travail plus tôt. Des enfants jouaient peut-être dehors. Je m'en fichais. Je les ai poussés tous les deux dans l'allée, complètement nus, exposés au soleil de l'après-midi en banlieue. L'homme a trébuché vers sa Mercedes, se tenant les côtes. Je l'ai suivi et j'ai fracassé la vitre passager d'un seul coup net. Si tu t'approches encore une fois de ma maison, ai-je dit, ma voix toujours d'un calme terrifiant, je finirai le travail. L'homme n'a pas répondu. Il a juste cherché ses clés à tâtons avec des mains tremblantes et s'est éloigné, laissant une traînée de verre brisé et de sang dans mon allée. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai claqué la porte et verrouillé tous les verrous. Emma frappait maintenant à la porte en sanglotant. Ryan, je t'en prie, laisse-moi entrer, suppliait-elle à travers le bois. Je peux tout expliquer. Ça ne devait pas se passer comme ça. J'ai marché jusqu'à la cuisine, me suis servi 3 doigts de whisky, une chose que je ne faisais presque jamais, et je me suis assis à la table. L'enveloppe avec les billets de croisière reposait à côté des roses fanées, toujours scellées. Je l'ai fixée pendant un long moment, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé la vidéo que j'avais enregistrée, la voix d'Emma, prononçant le nom d'un autre homme, l'inconnu dans mon lit. La trahison de ma femme, documentée et indéniable. Dehors, les pleurs d'Emma se sont finalement transformés en cris, puis en silence. Je n'ai pas bougé de cette chaise de cuisine. Je suis resté assis là toute la nuit, lumières éteintes, écoutant ces tentatives occasionnelles pour rentrer, essayant la porte de derrière, tapant aux fenêtres, appelant mon nom à travers les murs. Je n'ai pas ouvert la porte, pas une seule fois. À l'aube, je me suis enfin levé, j'ai fait 3 copies du fichier vidéo et je me suis habillé de mon meilleur costume. Je savais exactement où j'allais. Au bureau d'un avocat pour m'assurer qu'Emma perde tout de la même manière que moi. Je n'avais pas dormi. Je ne pouvais pas dormir. À 6 heures du matin, je suis sorti par ma porte d'entrée dans la lumière grise du matin. Emma était partie. Elle avait probablement marché jusqu'à la maison d'un ami ou appelé quelqu'un pour venir la chercher après que j'avais ignoré ses supplications toute la nuit. Je me fichais de savoir où elle était allée. Elle avait fait son choix. J'ai conduit directement au cabinet d'avocat de Martin Ry, un avocat spécialisé en divorce dont mon contremaître Jordan avait parlé un jour lors d'une conversation sur la séparation chaotique d'un ami commun. Ry avait une réputation, minutieux, impitoyable et chère. Parfait pour ce dont j'avais besoin. La réceptionniste a essayé de me dire que Monsieur Ry ne prenait pas de rendez-vous à l'improviste, surtout pas à 6h30 du matin. Mais quelque chose dans mon visage, ou peut-être la façon dont je me tenais, l'a fait changer d'avis. Elle a passé un coup de fil rapide, a parlé à voix basse, puis m'a regardé avec d'autres yeux. Monsieur Ry va vous recevoir maintenant, a-t-elle dit nerveusement. Martin Ry avait 60 ans, les cheveux gris et était imperturbable. Les murs de son bureau étaient tapissés de livres de droit et d'accords encadrés. Le genre d'homme qui avait vu toutes les façons possibles dont un mariage pouvait imploser. Il m'a fait signe de prendre une chaise en face de son énorme bureau en chêne. Je veux demander le divorce, ai-je dit sans préambule. J'ai des preuves d'adultère.
Ri s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Quel genre de preuve? Au lieu de répondre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo. Pas d'avertissement, pas de mise en contexte. J'ai juste appuyé sur lecture et laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Les images étaient explicites et indéniables. Emma dans notre lit conjugal avec un inconnu, leur voix claire et incriminante, suivie de ma réaction violente en les surprenant. Même l'expression habituée de Ri a vacillé pendant qu'il regardait. Jésus-Christ, a-t-il marmonné quand ça s'est terminé. Vous l'avez agressé. Il était chez moi, dans mon lit, avec ma femme, ai-je répondu froidement. Je plaide la folie passagère motivée par la découverte de l'adultère. Ri a rembobiné la vidéo, l'a regardée à nouveau en prenant des notes minutieuses. La violence complique les choses sur le plan légal, mais l'adultère, avec des preuves vidéo aussi claires et graphiques, vous obtiendrez tout. La maison, tous les biens matrimoniaux, aucune pension alimentaire. Elle n'aura aucun motif pour contester quoi que ce soit. À quelle vitesse pouvez-vous faire en sorte que cela se produise, ai-je demandé. 2 semaines pour déposer tous les documents, 4 à 6 mois pour finaliser. Si elle ne conteste pas avec des preuves comme ça, elle ne contestera pas. Elle ne peut pas, a-t-il répondu avec confiance. J'ai fait un chèque de provision qui a vidé la moitié de mon compte courant. Commencez aujourd'hui. Je le ferai. Mais Ryan. Il m'a regardé sérieusement. Cette vidéo, l'agression, cela pourrait avoir des implications pénales. Vous voudrez peut-être vous préparer à qu'elles viennent, les jeux interrompus. Je ne me cache de rien de ce que j'ai fait. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi pour trouver la Toyota Camry de mes beaux-parents dans mon allée. J'ai soupiré. Je savais que cette confrontation était inévitable. Le père d'Emma, Dal, se tenait sur mon porche, le visage rouge et furieux. Sa mère, Samantha, avait l'air inquiète, mais sur la défensive, comme le sont les mères quand leurs enfants ont des ennuis. « Tu as jeté notre fille nue dans la rue », a crié Dal au moment où je suis sorti de mon camion. Quel genre d'homme fait une chose pareille? Tu l'as humiliée devant tout le quartier. J'ai déverrouillé ma porte sans répondre et je leur ai fait signe d'entrer. Ils ont suivi. Dal criait toujours à propos de mon comportement impardonnable. Elle a dû marcher pendant 4 pâtés de maison jusqu'à une station-service pour appeler à l'aide, a pleuré Samantha. Comment as-tu pu lui faire ça? Elle est traumatisée. J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le fichier vidéo et j'ai appuyé sur lecture sans dire un mot. La pièce est devenue silencieuse à l'exception des sons provenant des haut-parleurs de mon ordinateur. Samantha s'est couvert la bouche des 2 mains. Le visage de Dal a perdu toutes ses couleurs, sa colère se transformant en quelque chose de plus proche de la nausée. Ils ont regardé leur fille trahir ses vœux de mariage dans des détails graphiques. Ils ont entendu sa voix prononcer le nom d'un autre homme avec une passion qu'elle ne m'avait jamais montrée. Quand je les ai traînés nus dans les escaliers sur la vidéo, Samantha s'est complètement détournée. J'ai arrêté la vidéo et fermé l'ordinateur portable. Maintenant, vous savez quel genre de femme est vraiment votre fille. Dal a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Samantha pleurait plus fort maintenant, mais pas pour l'humiliation d'Emma. Pour la déception, pour la honte d'avoir élevé quelqu'un capable de ça. Je demande le divorce, ai-je continué, la voix ferme et sans appel. Elle n'aura rien. Ni la maison, ni les économies, ni un centime de pension alimentaire. La vidéo garantit que si elle s'approche de nouveau de cette propriété, j'appelle la police pour violation de domicile. Mais où est-elle censée aller, a demandé Samantha faiblement, sa voix étant à peine un murmure. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu sans émotion. Elle a fait son choix quand elle a amené un autre homme dans mon lit. Elle devra vivre avec les conséquences. Je les ai raccompagnés à la porte. Ils sont partis sans un mot de plus. Les épaules de Dal étaient affaissées par la défaite. Samantha pleurait toujours silencieusement. Emma n'était pas avec eux. Je me suis demandé s'ils étaient même allés la chercher ou s'ils étaient venus directement ici pour me crier dessus en premier. Je ne m'en souciais pas assez pour le demander. Au cours des 2 semaines suivantes, la machine judiciaire s'est mise en marche avec une brutalité efficace. La vidéo a été soumise comme preuve. L'avocat d'Emma, un avocat commis d'office puisqu'elle n'avait pas d'argent pour un conseiller privé, lui a conseillé de ne pas contester le divorce. L'adultère était indéfendable, capturé dans des détails saisissants.
Mon agression sur son amant, bien que légalement discutable, a été atténuée par l'argument de la détresse émotionnelle et le fait que je les avais surpris chez moi. L'homme avec qui Emma avait couché, identifié comme Caleb Jennings, un directeur de concessionnaire automobile de l'autre bout de la ville, n'a jamais porté plainte à la police. Sa propre femme avait découvert la liaison grâce à des textos suspects et demandait le divorce. Il était trop occupé à gérer sa propre destruction pour se soucier de porter plainte contre moi. Caleb a fini hospitalisé avec 2 côtes cassées et une main fracturée à cause de ma batte. Son mariage a complètement implosé, sa femme obtenant la garde principale de leurs 2 jeunes enfants. Il avait détruit sa famille pour une liaison insignifiante avec ma femme, et maintenant il paierait une pension alimentaire et une pension pour les enfants pour soutenir une vie qu'il avait fait exploser pour rien. Emma a essayé de m'appeler une fois pendant ces 2 semaines. J'ai bloqué son numéro immédiatement. Elle a essayé d'envoyer des emails. J'ai configuré un filtre pour envoyer tout ce qui venait d'elle directement à la corbeille. Elle s'est présentée à la maison un soir. J'ai appelé la police pour violation de domicile avant même qu'elle ne puisse sortir de la voiture de son ami. Elle a vite compris. Il n'y aurait aucune négociation, aucune réconciliation, aucune seconde chance. J'avais tracé une ligne et elle l'avait franchie. Maintenant, elle vivrait de l'autre côté pour toujours. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. J'ai tout gardé. La maison, les économies, le camion, et même les billets de croisière que je n'avais jamais utilisés. Emma est partie avec les vêtements qu'elle avait réussi à attraper et le peu d'argent qu'elle pouvait récolter de petits boulots. Le jour où les papiers ont été signés, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Je t'en prie, pouvons-nous parler? J'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé, mais je souffre aussi. Ne pouvons-nous pas essayer de passer outre? Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué le numéro. Certaines erreurs ne méritent pas de pardon. Certains choix ne peuvent pas être annulés. Emma avait fait son lit, littéralement. Maintenant, elle pouvait s'y coucher seule. 2 mois après la finalisation du divorce, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Je travaillais toujours dans la construction, je dirigeais toujours mes équipes, j'arrivais toujours avant l'aube et je restais jusqu'à ce que le travail soit terminé. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont les gens me regardaient. La nouvelle avait circulé, pas par moi, mais par la famille d'Emma, par les voisins qui avaient assisté à son expulsion nue de chez nous, par les publications sur les réseaux sociaux que les anciens amis d'Emma avaient faites une fois qu'ils avaient appris toute la vérité. Les petites villes ne gardent pas bien les secrets, surtout ceux qui sont aussi dramatiques. Les gens au travail me regardaient différemment maintenant. Il y avait du respect, mais aussi une sorte de méfiance. J'étais l'homme qui avait surpris sa femme en train de le tromper et qui avait répondu avec 0 pitié absolue et une violence considérable. Certains des gars me tapaient dans le dos. « Tu as fait ce qu'il fallait faire, chef », a dit l'un d'eux d'un ton approbateur. « Elle a eu ce qu'elle méritait », a ajouté un autre avec un hochement de tête. D'autres gardaient leur distance, mal à l'aise avec la brutalité de la façon dont j'avais géré la situation. Je m'en fichais de toute façon. Je ne cherchais ni approbation ni validation. J'avais fait ce qui me semblait juste sur le moment, et j'accepterais toutes les conséquences qui en découleraient. J'ai vendu les billets de croisière, j'ai réussi à récupérer la majeure partie de mon argent puisque j'avais acheté l'assurance voyage. J'ai utilisé le remboursement pour couvrir les derniers frais juridiques. L'ironie ne m'avait pas échappé. Les vacances que j'avais prévues pour sauver mon mariage avaient finalement servi à financer sa destruction. La maison semblait différente maintenant. Vide, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt comme un espace qui avait été nettoyé d'un poison. J'ai pensé à la vendre, à recommencer complètement à zéro ailleurs, mais il y avait une obstination en moi qui refusait. Emma avait voulu me chasser de ma propre maison par la trahison et l'humiliation. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction en partant volontairement. La situation d'Emma, d'après ce que j'avais entendu par le réseau de commérage du quartier, était catastrophique. Ses parents avaient refusé de la reprendre de façon permanente. Son père lui avait apparemment dit exactement ce qu'il pensait de son comportement. « Tu t'es déshonoré dans notre famille », lui aurait-il dit. « Tu as détruit un bon mariage parce que tu t'ennuyais. Tu as fait ton lit, littéralement. Maintenant couche-toi dedans. » Elle séjournait temporairement chez divers amis, sautant de canapé en canapé quand les gens voulaient bien d'elle. Elle avait trouvé un emploi dans un grand magasin, pliant des vêtements pour le salaire minimum, une importante régression par rapport à la vie confortable qu'elle avait gâchée.
La voiture qu'elle conduisait, la berline que j'avais fini de payer 2 ans plus tôt, était à mon nom. Donc, elle l'avait perdue dans l'accord de divorce. Elle prenait le bus maintenant, ou marchait, ou comptait sur la charité d'amis qui se lassaient rapidement de ces drames. Son cercle social s'était évaporé presque du jour au lendemain. Les amis qui avaient l'habitude de publier des photos de leur brunch, de leur virée shopping et de leur soirée entre filles ont soudainement arrêté de l'identifier dans quoi que ce soit. Les commérages des petites villes vont à la vitesse de la lumière et tout le monde connaissait l'histoire. Emma Carter avait trompé son mari dans leur lit conjugal et il l'avait jeté dehors nu en guise de punition. Certains pensaient que j'étais allé trop loin. La plupart pensaient qu'Emma avait eu exactement ce qu'elle méritait. J'ai eu ces nouvelles par l'intermédiaire de Jordan, dont la femme était connectée au réseau d'information du quartier d'une manière qui défiait toute explication. Jordan ne m'a jamais demandé si je voulais être au courant de la chute d'Emma, mais il me le disait quand même, pensant probablement que j'avais besoin d'entendre qu'elle souffrait. J'ai entendu dire qu'Emma passait un moment difficile, a-t-il mentionné un jour pendant le déjeuner. Elle vit avec différents amis, elle travaille à nouveau dans la vente. Tant mieux, ai-je répondu simplement, en prenant une bouchée de mon sandwich. Peut-être que je voulais vraiment savoir. Peut-être qu'il y avait une certaine satisfaction à apprendre que les choix ont des conséquences, même pour les personnes qui pensent que tout leur est dû. 3 mois après la finalisation du divorce, Emma a réussi à me faire parvenir un message via un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Aucune excuse, juste du désespoir à l'état pur. Je t'en prie, pouvons-nous parler? J'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé, mais je souffre aussi. Ne pouvons-nous pas essayer de passer outre? Ce qu'on avait me manque. Je l'ai lu plusieurs fois en réfléchissant à la manière de répondre, de lui dire exactement ce que je pensais de sa tentative de présenter cela comme une souffrance mutuelle. Comme si sa douleur de faire face aux conséquences était équivalente à ma douleur d'avoir été trahi. Comme si le fait que ce que nous avions lui manqué pouvait en quelque sorte annuler le fait qu'elle l'avait détruit. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Il n'y avait rien à dire. Elle n'avait pas fait d'erreur. Elle avait fait un choix. Probablement des dizaines de choix au fil de semaines ou de mois passés à planifier et à mener une liaison. Chaque fois qu'elle avait envoyé un texto à cet homme, chaque fois qu'elle l'avait invité chez nous, chaque fois qu'elle m'avait menti en face tout en planifiant sa prochaine trahison. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des décisions. Je me suis plutôt concentré sur le travail. J'ai pris toutes les heures supplémentaires proposées, je me suis jeté dans le travail avec une intensité renouvelée. Mon chef de chantier a remarqué mon dévouement et m'a recommandé pour une promotion. Chef de chantier principal sur un grand projet de nouveau lotissement, une augmentation de salaire significative, plus de responsabilités, une équipe de 40 personnes. J'ai passé l'entretien et j'ai obtenu le poste facilement. La vie avançait, que je m'y sente prêt ou non. Le monde ne s'était pas arrêté parce que mon mariage avait implosé. Les projets devaient être terminés. Les maisons devaient être construites. Les délais devaient être respectés. Je passais devant le placard où la batte de baseball reposait toujours intacte depuis ce jour affreux. Je n'éprouvais aucun regret quand je la voyais. Je ne ressentais ni culpabilité, ni honte, ni aucune envie de m'excuser pour ce que j'avais fait. Je ressentais un sentiment d'achèvement. Certaines armes ne sont nécessaires qu'une seule fois, mais leur présence sert de rappel permanent des limites qui ne seront plus jamais franchies. La promotion s'est accompagnée d'un camion de fonction et d'une augmentation substantielle. Je gagnais plus d'argent maintenant qu'Emma et moi n'en avions jamais gagné ensemble. Je pouvais me payer le genre de vacances qu'elle avait toujours voulu, le genre de style de vie qu'elle enviait chez les autres. La différence, c'est que je n'avais aucune envie de le partager avec quelqu'un qui ne le méritait pas. 6 mois après le divorce, j'étais enfin prêt à m'avouer quelque chose. J'étais plus heureux seul que je ne l'avais été marié à quelqu'un qui ne me respectait pas. La maison était paisible. Mon compte en banque augmentait. Mon travail était apprécié et bien rémunéré. Je pouvais prendre des décisions sans consulter quelqu'un qui se contenterait de les critiquer de toute façon. Pour la première fois depuis des années, je construisais quelque chose pour moi-même. Et cette fois, personne ne pouvait le détruire à part moi. 6 mois après le divorce, j'étais méconnaissable par rapport à l'homme qui était rentré à la maison avec des fleurs et des billets de croisière ce vendredi après-midi-là. J'avais été promu chef de chantier principal, gérant une équipe de 40 personnes sur plusieurs développements résidentiels à travers le comté. Mes revenus avaient augmenté de près de 50%. J'étais respecté, valorisé,
gravissant les échelons de l'entreprise plus vite que quiconque ne l'avait prévu. La maison, notre maison, désormais juste ma maison, avait été entièrement rénovée. Nouvelle peinture dans chaque pièce, nouveaux meubles choisis par moi seul, chaque trace d'Emma systématiquement effacée et remplacée. J'étais sorti avec quelques femmes de façon décontractée, rien de sérieux. J'étais honnête sur le fait de ne pas être prêt pour quelque chose de sérieux, et la plupart des femmes appréciaient cette transparence. Certaines sont restées un moment, d'autres sont passées à autre chose rapidement. Ça m'allait dans les deux cas. Physiquement, j'étais dans la meilleure forme de ma vie. J'avais converti la chambre d'amis en salle de sport, je m'entraînais religieusement avant l'aube tous les jours, j'avais tout canalisé dans la fonte, la discipline et le contrôle. Les gars au travail plaisantaient sur ma transformation. Tu t'entraînes pour une sorte de compétition, chef, a demandé l'un d'eux en riant. Je reste juste en forme, ai-je répondu avec un haussement d'épaule. Je ne m'entraînais pour rien, sauf pour la satisfaction d'avoir une domination complète sur ma propre vie. La vie d'Emma, pendant ce temps, avait stagné dans une régression permanente. Elle travaillait toujours dans la vente au détail, prenait toujours le bus ou marchait partout, vivait toujours dans des situations de logement temporaire, des canapés d'amis, des locations à court terme qu'elle pouvait à peine se payer, le sous-sol de ses parents quand ils le permettaient. Ce qui n'était pas souvent le cas. Elle avait essayé à 2 reprises de déménager dans d'autres villes, de repartir à zéro ailleurs, mais elle ne pouvait pas se le permettre avec son salaire minimum, et elle n'avait aucune référence pour un meilleur emploi. Sa réputation la suivait partout où elle allait. Les employeurs potentiels googlaient son nom et trouvaient les dossiers publics du divorce, l'adultère documenté, l'incident d'agression impliquant son amant. Les propriétaires voyaient son absence d'historique de location et son instabilité professionnelle, et choisissaient d'autres candidats. Les rencontres amoureuses étaient pratiquement impossibles. Soit les hommes connaissaient l'histoire et l'évitaient complètement, soit ils la découvraient par la suite et disparaissaient. Elle avait 32 ans et vivait une vie qui ressemblait à une punition permanente pour quelques mois de plaisir égoïste. Caleb Jennings, le directeur de concession automobile pour qui elle avait détruit son mariage, s'en était tout aussi mal sorti. Sa femme avait divorcé de lui, obtenu la garde principale de leurs 2 enfants, et sécurisé des pensions alimentaires et des pensions pour enfants substantielles. Ses côtes avaient mal guéri à cause de ma batte. Il marchait maintenant avec un léger boitement permanent. Il avait été rétrogradé à la concession après que sa liaison soit devenue de notoriété publique et un sujet de commérage au travail. Emma et lui ne s'étaient pas parlé depuis ce jour-là. Ils n'étaient plus que des dommages collatéraux dans l'histoire de l'autre. Désormais, 2 personnes qui s'étaient brièvement croisées pour détruire de multiples vies. Par l'intermédiaire de la femme de Jordan, j'avais parfois des nouvelles des luttes incessantes d'Emma. Elle avait demandé de mes nouvelles une fois, apparemment, si je voyais quelqu'un, si j'avais l'air heureux, si je parlais d'elle un jour. Dis-lui que je vais très bien, ai-je dit à Jordan quand il m'a rapporté ça. Dis-lui que je ne pense pas du tout à elle. Les gens me demandent encore parfois si j'ai regretté la dureté avec laquelle j'avais géré la situation. Si la jetée dehors nue avait été excessif, si la violence était inutile, si j'aurais dû essayer d'arranger les choses comme un adulte mature. Ma réponse n'a jamais changé. Elle ne m'a pas seulement trompé. Elle a manqué de respect à tout notre mariage pendant que je prévoyais de la rendre heureuse. Elle a choisi cette voie. Je me suis juste assuré qu'elle comprenne le prix de ses choix. Je ne me sentais pas triomphant de la souffrance continue d'Emma. Je ne pensais pas à elle délibérément et je ne prenais aucun plaisir à la voir galérer. La plupart des jours, je ne pensais pas du tout à elle. Mais quand je le faisais, il n'y avait aucun regret, seulement la satisfaction tranquille de savoir que je n'avais pas compromis ma dignité ou mon amour-propre pour quelqu'un qui n'avait ni l'un ni l'autre. La batte de baseball reposait toujours dans le placard, un rappel non pas de violence, mais de limite, du moment exact où j'avais décidé que mon respect de moi-même n'était pas négociable, et que mon mariage ne valait pas la peine d'être sauvé à tout prix. Je n'avais pas eu besoin de la batte depuis ce jour-là, et j'étais convaincu que je n'en aurais plus jamais besoin. Alors que j'étais assis dans mon salon rénové par un dimanche soir tranquille, buvant un bon whisky et regardant un match sur la nouvelle télévision que j'avais achetée sans consulter personne, j'ai réfléchi au chemin qui m'avait mené ici. 1 an plus tôt, je préparais une croisière surprise pour une femme qui me trahissait dans mon propre lit. Maintenant, je préparais un voyage de pêche en solitaire en Alaska, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais pu réaliser parce qu'Emma détestait le plein air. La différence était simple. J'avais arrêté d'essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux et j'avais commencé à me concentrer sur ma propre vie.
J'avais arrêté d'accepter le manque de respect et j'avais commencé à exiger le traitement que je méritais. J'avais arrêté d'être une victime et j'avais commencé à être un homme qui connaissait sa valeur. Emma m'avait fait un cadeau inattendu lorsqu'elle avait amené cet inconnu dans notre lit. Elle m'avait montré exactement qui elle était, et elle m'avait forcé à décider qui je voulais être en réponse. J'avais choisi la force plutôt que la faiblesse, la justice plutôt que le pardon, l'amour-propre plutôt que la réconciliation. Je n'ai pas détruit la vie d'Emma. Elle l'a fait elle-même lorsqu'elle a choisi la gratification immédiate plutôt que l'engagement à long terme. Lorsqu'elle a choisi un inconnu plutôt que son mari, lorsqu'elle a choisi la trahison plutôt que l'honnêteté. J'ai simplement refusé de la laisser détruire la mienne au passage. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et parfois, la survie exige une batte de baseball et la volonté de s'en servir. Je n'ai pas détruit sa vie, ai-je dit à voix haute à ma maison vide et paisible. Elle l'a fait elle-même. J'ai juste refusé de la laisser détruire la mienne aussi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la survie. Les mots ont résonné dans le silence, vrais et définitifs. Certaines leçons n'ont besoin d'être apprises qu'une seule fois, mais leurs échos durent pour toujours. Emma m'avait appris que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être réparée. Je lui avais appris que les actes ont des conséquences, et que certaines conséquences durent toute une vie. Nous étions tous les deux d'excellents élèves.